C'est une bonne introduction parce qu'effectivement, la première chose à dire avant de rentrer de décrire un peu l'expérience de l'essai Coverage France, c'est d'insister sur une chose. Moi, je suis directeur de recherche à l'INSERM. Je m'occupe d'une équipe qui fait des essais thérapeutiques depuis plusieurs dizaines d'années et dont certains résultats ont été positifs, d'autres négatifs. Mais dans tous les cas, il y a toujours quelque chose qui ressort des essais indépendamment de la réponse à la question principale et qui est ce qu'on peut appeler un effet structurant. Dans l'essai Coverage, on est clairement là-dessus et ce que vous allez voir dans les diapositives suivantes, mais aussi dans les orateurs suivants, tourne autour de ça. Donc, pour raconter un peu brièvement l'histoire Coverage, vous avez ici la courbe des hospitalisations Covid en France, qui est un bon indicateur de ce qu'on a vécu depuis un an en termes de montagne russe de la situation et qui montre aussi bien déjà une des premières difficultés de faire des essais dans ce genre, des essais thérapeutiques dans ce genre de circonstances où il faut déployer des moyens parfois assez considérables et maintenir des moyens dans des périodes de creux pour être capable de les réactiver dans des périodes de pic. C'est évident que si on fait un essai thérapeutique sur le diabète ou sur l'hypertension, on n'est pas du tout dans ce genre de circonstances. Un point très positif dans l'expérience Covid, ça a été que dès le début, 2020, il y a pas mal d'équipes en France finalement qui se sont mobilisées sur le sujet des essais ambulatoires en se disant il faudrait traiter très précocement et il faudrait monter des essais. Donc vous avez sur la diapo le nom de ces équipes. Il y en avait une qui s'appelait MG Covid qui a été très active pour monter un essai dans une période un peu de bouillonnement où on a été très aidé à ce moment-là par pas mal de gens, y compris probablement pas mal de gens dans la salle des internes, en médecine générale notamment. Et finalement quelque chose qui a été assez remarquable parce que ça a permis de développer des protocoles d'essai en à peine un mois, alors qu'en général ça prend beaucoup plus. L'autre chose remarquable, c'est que ces essais s'intéressaient à un certain nombre de molécules déjà. Donc on partait sur ce qu'on appelle le repositionnement des molécules, donc des choses déjà connues, et en particulier en termes de tolérance ou de dose chez l'homme et chez lesquels on pouvait suspecter un effet antiviral. Et donc ce n'était pas, comme on pourrait l'imaginer, uniquement des choses tournées vers l'hydroxychloroquine, par exemple. La mauvaise nouvelle, c'est que aucun de ces essais pratiquement n'a démarré, puisque c'était trop court de mettre ça en place en un mois et de pouvoir les lancer avant la fin de la première vague. Et effectivement, l'essai Coverage à Bordeaux a eu la chance de démarrer un peu avant la fin de la première vague, et ce qui donne l'histoire suivante. Donc il y a eu une première partie là-dedans, où pendant plusieurs mois, il y a eu 0 inclusion puisqu'il n'y avait plus de personnes à inclure. Il y a eu des centres qui se sont ouverts parce qu'il y a quand même une certaine ténacité qui s'est fait dire il faut préparer la suite. Donc une mobilisation en France d'un certain nombre d'équipes et de villes qui ont parié sur la suite, ce qui n'était pas évident du tout, et sur une deuxième vague. Et puis il y a eu un grand mouvement à partir d'août 2020 qui a été vraiment fondateur, qui a consisté à rassembler sous l'égide de ce qui allait devenir la NRS-MIE, à rassembler les investigateurs de tous les essais que vous avez en début de diapositive, qui ont décidé de se mettre ensemble pour faire un essai commun qui a pris le nom de Coverage France. Donc l'essai Coverage était déjà parti, il était installé, et il avait un design suffisamment adaptatif pour qu'on puisse prendre en compte toutes les remarques qui étaient faites par tous les investigateurs des autres essais. Ça a conduit à une deuxième période. Il a été proposé à ce moment-là d'ouvrir des nouveaux sites en se disant plus il y aura de sites, plus on y arrivera. Donc il y a un site qui s'est ouvert à Montpellier, un autre à Paris-Saint-Joseph, un autre Paris-CNGE, je vais y revenir. Vous voyez sur cette diapo quand même
entre Bordeaux et Nancy, par exemple, ou entre la création du groupe de travail et l'ouverture du site de Montpellier, le nombre de mois qui se sont écoulés, vous pouvez imaginer tout le côté un peu lourd qu'il y a derrière sur le plan administratif et réglementaire. Et puis il y a une troisième période où il y a eu une sorte en février, dans une période un peu inquiétante, de mobilisation au niveau ministériel, voire élyséen, disant on va vous aider à recruter plus. Et à ce moment-là, il y a un dispositif, il y a deux choses qui se sont mises en place, quelques facilités budgétaires pour ouvrir encore plus de centres, et un système consistant à dire on va envoyer des SMS à toutes les personnes positives de plus de 50 ans, en leur disant il y a des choses qui existent en termes de recherche thérapeutique, parlez-en à votre médecin traitant ou appelez ce numéro vert, et ces gens pouvaient être ensuite, on pouvait les avoir au téléphone et on pouvait discuter avec eux d'une éventuelle participation à un essai. Et dans cette période-là, il y a eu l'ouverture des sites de Nantes-Angers, et vous voyez encore le délai, c'est-à-dire, et ça c'est malgré tous les efforts qui ont été faits par les équipes investigatrices, et des échecs, il faut le souligner, c'est-à-dire il y a eu un gros travail qui ont été faits à Nice, un gros travail dans un autre centre parisien avec des investigateurs qui étaient mobilisés, une ouverture enfin tout était en place pour l'ouverture des sites, et sur le plan administratif et conventionnel, il n'a pas été possible dans ces périodes-là de signer les conventions d'ouverture. Alors, quelques mots sur l'essai Coverage, ça va aller assez vite. L'objectif, c'était de trouver, le Coverage France, c'était de trouver des traitements administrables précocement en ambulatoire chez des personnes à risque pour éviter l'aggravation. C'était un essai randomisé, il était ouvert. Et les critères d'inclusion, donc on incluait des personnes qui avaient soit plus de 60 ans, soit plus de 50 ans avec des facteurs de risque, un test positif évidemment, et on a mis en bleu les symptômes de moins de 7 jours. On peut imaginer, enfin vous l'imaginez aussi bien ou mieux que moi, dans la pratique, entre le début des symptômes, la réalisation du test, le résultat du test, le contact avec le médecin traitant, etc., ça va très vite. C'est évidemment un des obstacles pour ce genre de thérapie précoce. On y est encore d'ailleurs pour l'instant avec ce qu'on a dit par exemple sur les anticorps tout à l'heure. Quand les gens avaient les critères d'inclusion, ils étaient et qu'ils acceptaient et qu'on avait pu les contacter, ils étaient randomisés. Donc il y avait un bras contrôle, il y a toujours un bras contrôle, un suivi avec un traitement par multivitamine pendant 10 jours, un suivi de 28 jours. Dans ce suivi, des visites en présentiel, évidemment, à l'inclusion et à J7, et sinon des contacts téléphoniques. Et après, des traitements expérimentaux. Il y en a eu en 2 vagues. Ceux que vous voyez sur la diapo, qui ont fait partie de la première vague. Et puis, ils ont disparu de la liste au fur et à mesure. Donc, on est vraiment dans un essai très adaptatif. L'hydroxychloroquine, le favipiravir et l'imatinib ont disparu, non pas parce que l'essai a montré qu'ils étaient négatifs, mais parce qu'en parallèle, il y a eu des études précliniques qui ont montré de façon assez convaincante que l'effet antiviral attendu ne pourrait pas arriver. Donc on a décidé de les retirer de la liste. On a rajouté 2 autres qui étaient le cyclésonide inhalé et l'interféron bêta inhalé, qui sont toujours en cours dans l'essai Coverage pour respectivement 10 jours et 5 jours. Et il y avait le telmisartan qui a figuré à une époque, qui n'a pas démérité, mais qui a été, non pas arrêté, mais mis entre parenthèses pour laisser passer les 2 autres un peu plus vite, parce qu'on ne pouvait pas tout faire. Et pour tout ça, il était prévu pour chaque molécule d'avoir une phase pilote de 36 personnes, et ensuite une phase d'efficacité avec un critère dur, comme l'a dit Alexandre, pour lequel il fallait 666 personnes pour montrer une efficacité. Retenez bien ce chiffre-là. Qu'est-ce que ça a donné ? Je ne vais pas vous donner les résultats, l'essai est encore en cours. Je vais vous dire quelque chose quand même sur ce qu'on en a déjà appris. La première chose, c'est les inclusions dans l'essai, avec toutes les difficultés auxquelles j'ai fait allusion. Regardez d'abord la courbe en bleu. Vous voyez que avec tous ces efforts, on a réussi à inclure une dizaine de personnes par mois, ou 10 ou 20 ou 30 au début.
50 personnes par mois en janvier et février. On a pu monter à 100 personnes par mois en mars-avril. Et puis depuis, comme vous pouvez imaginer, c'est redescendu. Quand on regarde les choses par centre qui ont participé, que vous avez vu sur la première diapo, il y en a 3 qui ont réussi à inclure pas mal. Avec un coup de chapeau tout particulier, évidemment, parce qu'on est dans le congrès CNGE, mais regardez la courbe en noir, ce que ça a donné à partir de mars. Et ça mérite sur ces 3 centres quelques remarques et qui nous donnent quelques leçons. Pourquoi Bordeaux et Dijon ont réussi à inclure? Parce qu'on a pu y mettre en place un système d'appel téléphonique aux personnes positives dès le résultat du test, ce qui permettait de faire le lien d'emblée avec d'abord un conseil sur la maladie Covid et ensuite une information sur l'existence des essais et parfois, même assez souvent, de permettre de faire le lien très vite avec le médecin traitant qui n'avait pas encore eu lieu avant, de façon à créer un trio entre la personne, l'équipe coverage et le médecin traitant. Et ça, en termes de rapidité pour pouvoir inclure en 7 jours, ça a payé. Et l'autre chose qui a payé, c'est à Bordeaux, Dijon, Paris, c'est le système d'envoi de SMS que je vous ai décrit tout à l'heure. Ça a beaucoup marché à Paris. Et le système d'équipe mobile se rendant à domicile, c'est-à-dire le principe était que toute la logistique scientifique ou l'ingénierie scientifique autour de l'essai était assumée par une équipe de médecins infirmiers qui se rendaient à domicile et qui appuyaient ce que le médecin traitant pour faire tout ce qu'il fallait en termes de participation à un essai. C'est ça c'est une visite d'inclusion qui dure 2 heures, par exemple. C'est évident que c'est des choses qui facilitent. Cette diapo, elle n'est évidemment pas faite pour stigmatiser les autres centres, parce que le message est quand même qu'on a appris partout, et les conditions n'étaient pas réunies partout pour faire ce qui s'est fait ailleurs. En plus de ça, les dates d'ouverture n'étaient pas les mêmes, comme vous l'avez vu. Donc c'est les messages positifs de ce qui a marché qu'il faut retenir. Les principales leçons de tout ça, elles ne sont pas dans les résultats de l'essai pour l'instant, elles sont dans le côté structurant. Donc dans la salle, il y a un certain nombre de personnes plus jeunes que moi qui n'ont pas forcément une grande expérience des essais thérapeutiques. Il faut bien avoir en tête ce que ça représente comme machine, comme machinerie même, pour monter un essai thérapeutique. Et ça c'est représenté par les acteurs. Vous avez d'abord un promoteur, je l'ai mis en gras parce que c'est lui le patron, donc il est responsable et donc il a un droit de regard évidemment, mais aussi de décision sur des choses essentielles. Ensuite, vous avez des gens qui font la coordination méthodologique dans les CIC par exemple, ou dans des équipes, et qui font ça par délégation du promoteur. Vous avez ensuite des gens qui s'occupent spécifiquement des médicaments, du circuit des médicaments, de la réception, de l'étiquetage, de la supervision de ce qui se passe partout. La même chose pour la biologie. Vous avez les investigateurs qui incluent et suivent les personnes, et puis vous avez encore d'autres personnes qui se chargent de monitorer ce que font les investigateurs, en particulier en termes de correspondance de respect des bonnes pratiques et de correspondance entre ce qu'il y a dans les bases de données et les données sources. Et puis vous avez des autorités qui surveillent tout ça, notamment au plan éthique, ou qui l'autorisent et ou qui le surveillent, au plan éthique et réglementaire, et notamment réglementaire, la NSM, elle autorise bien sûr, mais ensuite elle peut auditer, ou elle le fait d'ailleurs, les centres qui s'occupent des essais, et c'est quelque chose pour lequel les promoteurs sont extrêmement sensibles, parce qu'ils ont le regard en permanent sur eux de la partie réglementaire. Tout ça, ce qu'il faut que vous voyez sur la diapo, la majorité des gens qui travaillent dans ce genre de choses-là ou qui ont une expérience sont des personnes qui travaillent à l'hôpital, autant au niveau de la pharmacie, de la biologie, de la méthodologie aussi, et du monitorage externe, mais aussi de l'investigation. On l'a dit tout à l'heure, il y a très peu d'essais extra-hospitaliers qui sont faits. Donc il y a une grande réflexion à avoir sur comment
organiser ça mieux pour avoir moins de freins au niveau de tous ces acteurs pour faire des essais extra-hospitaliers, que ce soit en période d'épidémie aiguë ou même pour des maladies chroniques. J'en dis pas plus, ça fera l'objet de réflexions dans les présentations suivantes. La deuxième leçon, c'est qu'elle est au niveau des outils pour ce genre d'essai. J'ai parlé des équipes mobiles tout à l'heure, c'est contre-intuitif, c'est-à-dire on se dit évidemment que les meilleures personnes placées pour proposer d'être inclus dans un essai, par exemple, ou poursuivre une personne dans un essai, c'est le médecin traitant. Oui, mais si le médecin traitant il est aidé par une logistique qui va autour, ça va beaucoup mieux. À l'hôpital, c'est ce qu'on a découvert il y a 30 ans à l'hôpital au moment du VIH, en rajoutant du personnel spécifique pour les essais cliniques pour aider les équipes soignantes à les réaliser. Deuxième type d'outil, SMS numéro vert, j'en ai dit 2 mots, je ne rentre pas plus, mais c'est un outil intéressant qu'il faudrait, qui est apparu et qui nous a paru intéressant, pour lequel il y a beaucoup de choses à dire. Et le troisième, c'est le système d'appel téléphonique dont je vous ai parlé à Bordeaux, à Dijon. On aurait bien aimé avoir un système un peu intégré au niveau national. Ça aurait très certainement permis de booster l'essai, mais on n'a pas réussi dans la période à le faire, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir aussi en tête pour l'avenir. Les perspectives de tout ça, je vous en liste 3. D'abord, le Coverage France, il n'est pas fini, donc il reste à le finir, à le valoriser scientifiquement. Il y aura beaucoup de choses sur l'acceptabilité, la faisabilité, la tolérance des médicaments, notamment l'interféron bêta inhalé. Ce n'est pas quelque chose qu'on avait fait jusqu'à présent, et encore moins à domicile, donc on a appris beaucoup de choses. Il n'y aura probablement pas grand-chose sur l'efficacité des traitements, tout ça restera très pilote. Vous avez vu les effectifs qu'il nous faudrait pour l'efficacité du traitement, on ne va pas les atteindre. Ensuite, il y a le niveau européen, qui est évidemment un niveau sur lequel il faut travailler pour l'avenir dans ce genre de choses. On y travaille. Il y a une implication de l'EGPRN qui a été assez remarquable dans le montage d'un dossier récemment européen dont on attend, qui va peut-être se faire sur un essai Covid. Si Covid continue et si on continue à faire de la recherche dessus, ce sera probablement le niveau européen le meilleur. Et le meilleur en termes d'études de traitement, mais il y a aussi dans ces essais européens potentiels en médecine extra-hospitalière cet aspect structurant de réseau clinique qui serait potentiellement très intéressant. Et puis il y a toutes des perspectives de structuration nationale de la recherche en médecine générale. C'est évidemment pas moi qui vais en parler le mieux, mais je pense que ça va être abordé dans les présentations suivantes. Je vous remercie.